Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Technologie a été réalisée le 25 janvier 2020. L'esprit a créé l'âme, et l'âme a créé le corps. Nous avons coutume de dire que le corps est le véhicule de l'âme, et que par conséquent, l'âme serait le véhicule de l'esprit. Cependant, cela prête souvent à confusion, car cette description donne l'impression que l'âme et l'esprit sont des agents extérieurs au corps. Utilisent-ils vraiment le corps ou sont-ils le corps? Rappelez-vous, esprit signifie respirer et âme signifie mouvement. Le corps est l'ensemble des systèmes qui interagissent entre eux. Autrement dit, un être vivant, un être est cet ensemble de systèmes organiques qui bougent et respirent. Vous pouvez ainsi comprendre que ce que vous appelez esprit et âme sont des attributs d'un être vivant. Maintenant, bien, après la mort, la respiration se disperse dans le dernier souffle, s'unissant à l'air, à l'oxygène qui traverse toute chose, retournant au cosmos, à la totalité de l'espace. L'âme continue, car la vie est vibration, et tout bouge, tout est continu, et ce mouvement se poursuit dans les générations suivantes, ou dans le monde qui se nourrit du corps. L'esprit est considéré comme l'essence de l'univers. Du point de vue humain, cette essence est l'air, que l'on ne perçoit que dans le vent, et c'est pourquoi cette masse invisible était autrefois appelée éther. Il s'agit du concept d'air pur, attribué à l'air chaud, conteneur, car sa racine vient du mot indo-européen édre, qui signifie brûler. Plusieurs siècles plus tard, l'éther a commencé à être décrit comme la réaction chimique de la combinaison de molécules de l'alcool. Dans l'Antiquité, le concept selon lequel tout était relié par cet air pur faisait comprendre que le souffle spirituel, la respiration, était l'essence de l'esprit et que le nez était l'élément sacré par lequel celui-ci entrait ou sortait du corps. Le sang pouvait voyager à travers l'esprit, à travers l'air, et c'est pourquoi il interprétait l'esprit comme étant la musique, le chant, la parole, le verbe. Cependant, dans les espaces vides, il était impossible d'entendre quoi que ce soit, mais on pouvait voir la lumière, ce qui a donné lieu à une autre vision plus large. La lumière devait se déplacer à travers quelque chose de beaucoup plus subtil, un air encore plus pur. Ils ont donc attribué le concept d'éther à l'espace, un fluide invisible dans lequel la lumière se déplace. Bien que la science moderne de la relativité ait fini par démontrer qu'il n'existe aucun fluide appelé éther dans l'espace, l'esprit est donc connecté au monde gazeux, où le sang peut se propager. Attends, comment? Tu viens de me dire que le monde spirituel ne se propage pas dans l'espace, dans le cosmos, mais qu'il ne se déplace que dans les mondes gazeux? Cela te dérange? Non, enfin, je ne sais pas. C'est bizarre, parce que cela va à l'encontre de... De ta structure de croyance? Oui. Eh bien, je suis désolée. En fait, je ne suis pas vraiment désolée. Il existe une autre force qui se propage dans l'univers, dans le cosmos, et qui transcende le plan spirituel, l'unité. Elle s'explique par les cordes de résonance, la physique quantique et la relativité. Là-bas, tu ne respires pas, donc il n'y a pas d'esprit. C'est l'être lui-même, l'esprit. Donc l'esprit, la supraconscience, n'est pas spirituel.
C'est exact. Seuls les êtres vivants possèdent un esprit, s'ils vibrent dans des environnements de moindre densité, comme l'oxygène, le méthane, l'hydrogène, l'hélium. Là-bas, il y a conduction et les esprits peuvent voyager. Donc, ce que nous appelons le monde spirituel, lorsque nous parlons du cosmos, n'est pas exactement le monde spirituel réel. Ah, les mondes spirituels, tels que vous les décrivez, sont des aspects interdimensionnels de mondes avec gravité, mais leur interconnexion est due à d'autres facteurs au-delà du spirituel, car ce sont les réseaux, et là-bas, on ne respire pas à proprement parler. Mais quand nous disons que la première chose qui existe dans l'univers est le souffle divin, à quoi cela fait-il référence? Cela fait référence aux aspects mentaux. Voyons voir. Le plan de la supraconscience, c'est l'unité, un réseau de connexion en expansion. Le plan de la conscience est le plan spirituel, lié à la reconnaissance des mondes physiques. Le plan inconscient est l'action ou la volonté de ces mondes, et le subconscient est constitué des structures et des schémas d'enregistrement qui agissent par réaction et par préjugé. Et le premier est celui qui les unit tous les trois. Donc l'unité des réseaux conçoit des impulsions que nous appelons esprit, avec cette sensation d'inspiration et d'expiration qui, dans leur spasme, génèrent de l'énergie et du mouvement que les humains appellent âme. L'âme est ce qui est animé, ce qui bouge. C'est en réalité le même esprit qui, en générant de l'énergie, dans son mouvement s'exprime d'une manière différente. Et l'énergie se manifeste sous différentes formes, créant des modèles de polarité qui donnent naissance à la matière par le biais des particules, des atomes, etc. La matière est une conception intelligente d'économie d'énergie, et l'énergie est le résultat d'un mouvement spirituel spasmodique des réseaux de la supraconscience cosmique que nous appelons l'esprit. Mais tous sont identiques. L'eau, les molécules d'eau, deux d'hydrogène et une d'oxygène, selon le contexte, s'organisent pour former des états solides, gazeux, liquides ou solides, nuages, pluie et neige, humidité, rivière, glace, mais toujours de l'eau. L'eau est le quatrième état, que nous appelons unité, qui donne un sens aux trois autres. Le plan spirituel ne conçoit donc pas quelque chose à l'extérieur, mais se redessine, s'adapte à lui-même en quelque chose de transcendant, créant ainsi plus d'options de lui-même. L'âme ne conçoit pas un corps dans lequel elle entrera pour commencer la vie, mais l'âme se programme et se conçoit elle-même pour se générer en tant que corps. Le meilleur exemple pour comprendre cela au-delà de l'eau est la métamorphose d'un papillon. De chenille, il passe à chrysalide, puis de cet état à papillon. La chenille est-elle quelque chose d'extérieur au papillon? La chenille entre-t-elle dans une chrysalide ou la crée-t-elle à partir de son propre être? Le papillon qui vole n'a-t-il aucun rapport avec la chenille? Bien sûr, les trois sont identiques. Aussi différents soient-ils, ils n'habitent pas dans des espaces distincts. Ils ne sont pas dans des dimensions différentes, vivant des réalités différentes. Puis, ils s'insèrent les uns dans les autres comme une poupée russe. En réalité, ils se transforment en l'étape suivante. C'est pourquoi l'esprit n'est pas réellement au-dessus, mais dans chaque partie de l'être, et le corps est une conception spirituelle. Mais c'est le même esprit transmuté. C'est vrai. Ce que je ne comprends pas alors, c'est pourquoi, au-delà des préjugés culturels et biologiques, selon lesquels le spirituel est dans le ciel et le matériel sur terre, ceux d'entre nous qui percevons les choses pouvons dire que l'esprit descend sur nos têtes, ou, ou sentir comment l'âme sort ou entre, ou qu'il existe des êtres dans des dimensions qui sont spirituelles. Comment l'expliquez-vous? Pourquoi existe-t-il un nord? Ouf, tes questions me déconcertent. Le nord existe parce qu'il y a un sud? Pourquoi existe-t-il un sud? Je dirais parce qu'il y a un nord, mais apparemment non. Ah, parce qu'il y a un centre, un axe, avec deux extrémités. Et cet axe se rétroalimente magnétiquement du nord au sud et du sud au nord
dans une structure que tu appelles. Toroïde. Le toroïde est une structure qui s'étend et qui fait que tout ce qui se trouve à l'intérieur s'étend vers l'extérieur et vers le bas et se rétroalimente vers le haut en revenant au centre, donnant l'impression qu'il existe des plans extérieurs vers lesquels l'âme s'élève et d'où l'esprit descend. Waouh! Donc ce n'est qu'une impression que nous croyons venir d'en haut. Il n'y a que le centre. Et ce centre, c'est le cœur. Le cœur est la machine qui fait fonctionner ce système, mais il est assimilé dans le plexus. Le plexus utilise tous ces mécanismes générés par l'expansion de l'esprit sous forme d'âme et utilise les expressions de l'âme sous forme de corps pour se développer, se nourrir, grandir, s'étendre, évoluer. Dans chaque expérience, il trouve de nouveaux outils. Le système fonctionne de la manière suivante. L'esprit a la réponse, mais il ne sait pas comment il y est parvenu. Alors il se mobilise pour créer la question qui concevra, par le biais de l'âme, les chemins pour trouver les options à travers l'expérience du corps. Le corps assimile les expériences et construit avec elles des outils qu'il lance dans le champ magnétique sud de son être et de là du passé apparent. Il circule à travers l'interdimensionnalité du magnétisme toroïdal vers l'aspect nord de l'être, d'où ils reviennent vers le centre, donnant l'impression d'une canalisation, d'un déchargement d'informations, de la réponse qui arrive de l'esprit. Mais ça a toujours été moi. Je suis l'esprit qui a tracé le chemin. Et c'est à travers le corps que je peux trouver les solutions, les outils aux doutes de mon esprit qui oscillent comme un pendule polaire. C'est mon corps qui génère les données pour qu'elles soient comprises et utilisées par ma conscience spirituelle qui reconnaît la réponse ou l'outil par résonance. Car c'est lui ou elle-même qui l'a créé. Waouh! À chaque étape, nous comprenons un peu plus. N'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas merveilleux de connaître les clés de ce magnifique tissu? C'est le magnifique tissu de la création. C'est ce que tu appelles la technologie. La technologie? Cela vient du grec techné, art, beauté, et logos, connaissance, étude. À son tour, techné vient de l'indo-européen tech, qui signifie tisser, tissu, l'étude du tissu, la beauté de la connaissance. Tout est entrelacé et quand tu vois les connexions, tu trouves la perfection et la beauté. Pourquoi associons-nous la technologie aux appareils électroniques ou à ce genre de choses? La technologie ne décrit pas l'instrument en soi, mais la capacité de l'être humain à le rendre possible. La combinaison des aspects spirituels de l'âme et physique développe les capacités humaines à concrétiser ses rêves intérieurs dans le monde extérieur. Le tissage des différentes qualités de l'être, des différents types d'intelligence, des différents niveaux de conscience permet l'enrichissement de l'être, l'évolution et l'augmentation des capacités de manifestation. La technologie décrit ce processus d'entrelacement qui manifeste la beauté de cette interconnectivité. Les premières technologies ont été l'art et les pierres, le développement d'outils de chasse, de pêche et de cueillette, à savoir des pierres et des filets, des paniers et des cordes. Avec la découverte des pigments, les premières traces ont été dessinées dans les cavernes, laissant une empreinte du déroulement des activités afin que ceux qui viendraient après puissent suivre leurs traces. Toute la technologie était liée à la capacité humaine d'imaginer, de concrétiser ses rêves dans le monde et ce faisant, de faciliter le développement de la vie. L'art, sous tous ses aspects, les artistes, sous toutes leurs facettes, étaient les grands concepteurs d'idées et de solutions. Ce ne sont jamais les religieux qui ont produit les plus grandes avancées de l'histoire, ceux qui parlaient aux dieux dans les cieux, mais ceux qui sentaient Dieu en eux, dans leurs rêves, et lui permettaient de vivre dans ce monde grâce à leurs dons, les rares, les peintres et les scribes, les poètes, les ménestrels, les sculpteurs, ont trouvé les techniques permettant d'entrelacer l'esprit et la matière, en connectant différents éléments de la nature afin de produire quelque chose d'unique et d'original. Comme Da Vinci, qui, au-delà d'être peintre, a conçu la base de nombreuses machines,
que nous possédons aujourd'hui, comme l'avion. C'est ainsi que l'art est à la base de la technologie. Ce ne sont pas seulement des outils qui facilitent la vie. La technologie est la capacité humaine à manifester ses rêves, à canaliser les solutions aux questions de son monde intérieur. Et comment comprendre que la technologie détruit aujourd'hui le monde, nous éloigne les uns des autres, nous transforme en automates? Réformuler la question. Dans quel sens? Réfléchis bien. Oh, pourquoi l'humain a-t-il permis à la technologie de nous transformer en automates et de détruire le monde? Tout comme l'argent, la technologie n'est jamais à blâmer. C'est l'humain lui-même, dans son désir de posséder et de contrôler, de s'aliéner, de se déresponsabiliser, qui utilise la technologie comme un moyen de contrôle et d'oppression. Derrière les machines et l'art, il y a les programmeurs, les humains. Le verso est une ère technologique et d'innovation. Il n'y a pas de retour en arrière vers l'ère la plus avancée que vous ayez imaginée. La question est, l'humain est-il à la hauteur de la technologie qu'il a produite? Je ne pense pas. La technologie actuelle est comme le produit d'un artiste qui est le meilleur dans son domaine, mais un désastre dans sa vie personnelle. À quoi sert d'être le meilleur si tout ce que vous faites avec cela, c'est vous droguer et chercher à échapper aux responsabilités de la vie? Un artiste possède une grande capacité d'imagination, beaucoup d'énergie, grâce à sa connexion directe avec le monde spirituel et émotionnel de l'âme. Et c'est pourquoi, s'il ne sait pas la gérer, être cohérent, il finira par devenir fou, déséquilibré, inadapté, toxicomane et conflictuel, un être perdu dans la vie, sans autre but ni sens que son art. Telle est l'humanité. Un créateur sans but, un technicien sans idée, un peintre sans toile. L'ère à venir sera cette ère futuriste que l'on dessine toujours dans les films de science-fiction. Mais notre façon de vivre et de survivre reste précaire. Nous nous comportons encore comme à l'époque des cavernes et nous nous gouvernons comme à l'époque gréco-romaine. Votre capacité spirituelle est si grande que vous avez pu trouver les technologies, les réponses en vous-même, et vous les avez concrétisées dans le monde. Mais vous les utilisez encore comme s'il s'agissait de pierres et de bâtons, de filets de pêche et d'armes pour la chasse ou la guerre. Nous en revenons toujours au même point. Le problème n'est pas la technologie, mais ceux qui l'utilisent. Il est essentiel que nous puissions passer du stade de chenille à celui de papillon. Vous ne pouvez pas voler comme un papillon tout en dévorant le monde comme une chenille. Aujourd'hui, vous êtes une chenille avec des ailes, incapable de voler à cause du poids de vos âmes, de vos désirs et de vos attachements. La technologie vous montre la beauté de ce que vous êtes. Elle vous montre ce que vous êtes capable d'accomplir. Elle vous montre que vous êtes des créateurs et que vous pouvez tout accomplir en réseau. L'esprit et l'âme sont les facteurs de la création qui projettent l'idée de ce qui doit être, mais c'est le corps qui est le protagoniste capable de le manifester. La technologie est ce qui nous permet de voir nos rêves, de les toucher, d'en profiter. C'est la seule façon dont l'esprit et l'âme peuvent profiter de leur propre existence. Je suis en moi-même la meilleure de toutes les technologies, car je suis un tissu interdimensionnel de connaissances à découvrir. Ma biologie est la technologie la plus avancée de l'existence, et à partir d'elle, je suis capable de réaliser tout ce que je veux. Honorez la technologie de votre corps et vous pourrez construire des mondes en cohérence et en harmonie. L'artiste de ton esprit se peint des couleurs de ton âme, qui dessinent les traits du réseau de ton corps. Tu es de l'art, et ce n'est qu'en te reconnaissant comme artiste que tu sauras donner un sens à ton œuvre. Je suis la technologie. Je suis le tissu cosmique qui dessine la vie. Dis-moi, quel est ton art?